Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette troisième soirée organisée par le Forum Vie Mobile dans le cadre de l'exposition Les vies qu'on mène. Donc, cette exposition elle est présentée ici à la Cité internationale des arts jusqu'au 19 mai en collaboration avec le collectif de photographes Tendance Floue. Donc, merci à Guillaume Martin, Jean-Marc Hoffner et Olivier Razmond d'avoir accepté notre invitation. Pour ma part, je suis Claire-Marine Javary, je suis chargée de projet au Forum Vie Mobile et j'aurai donc le plaisir d'animer la première partie de cette soirée qui va donc se dérouler en 3 temps. Donc d'abord cette conférence jusqu'à 19h30, puis ensuite on vous invite à rester pour assister à la présentation et à une performance d'une artiste résidente à la Cité internationale des arts, une photographe afghane. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez visiter l'exposition jusqu'à 21h et on vous propose une visite guidée avec une des commissaires de l'exposition, Agathe Le Foulon, qui est chef de projet au Forum Vie Mobile. Donc la conférence, elle est filmée, elle sera mise en ligne rapidement après l'événement. Et puis n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ce qu'il se passe pendant cette soirée, à relayer nos publications sur Twitter, Instagram et à vous abonner à la newsletter du Forum Vie Mobile pour suivre nos actualités. Donc, le Forum Vie Mobile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un institut de recherche en sciences humaines et sociales. On travaille aussi avec des artistes et on s'intéresse à la place que les déplacements occupent dans nos modes de vie. On s'adresse à des professionnels, mais aussi au grand public, aux citoyens, aux associations et aux élus, pour faire vivre les réflexions et formuler des propositions politiques pour la transition écologique et sociale des mobilités. Donc, merci à nos intervenants présents ici d'avoir accepté notre invitation pour discuter autour de cette question originale. Le vélo est-il un super-héros ? Donc, Guillaume Martin, vous êtes chef du pôle mobilité chez BL Evolution, qui est donc un cabinet de conseil en transition énergétique. Vous accompagnez en particulier les collectivités territoriales dans le déploiement de leur plan vélo. Et vous êtes co-auteur de l'étude « La France à 20 minutes à vélo », dont vous allez nous présenter les principaux résultats ce soir. À titre individuel, vous êtes aussi administrateur de Paris en Selle, l'association de promotion et de défense du vélo à Paris. Jean-Marc Hoffner, bonsoir. Vous êtes urbaniste, directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine, l'AURBA, et vous avez été membre du comité d'orientation et de prospective du Forum Vie Mobile de 2011 à 2021. Et vous êtes notamment l'auteur d'un essai publié en 2020 intitulé « Anachronismes urbains » dans lequel vous discutez justement des schémas cognitifs qui continuent de façonner l'action publique urbaine et que vous considérez comme dépassés. Et on peut ajouter aussi que vous êtes un des premiers chercheurs à s'être intéressé à la marche à pied comme véritable mode de déplacement urbain. Et donc c'est en particulier ce mode de transport que vous allez défendre dans le cadre de notre discussion. Olivier Razmond, vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour Le Monde. Vous avez un blog qui s'appelle « L'interconnexion n'est plus assurée », dans lequel vous décryptez l'actualité des transports et de la mobilité. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'aménagement du territoire et la mobilité, en particulier un livre publié en 2014 intitulé « Le pouvoir de la pédale ». Donc on vous a invité pour débattre autour de cette question qui est peut-être un peu étonnante au premier abord. Le vélo est-il un super-héros ? Donc qu'est-ce qu'on entend par là ? Notre question, en fait, c'est la suivante. Dans quelle mesure le vélo peut-il aider l'humanité à relever les grands défis du XXIe siècle ? Quels sont-ils ? On peut en lister, ils sont nombreux, mais on pourrait au moins en lister 3. Évidemment, la dépendance au pétrole. On sait que les transports sont dépendants à 90% du pétrole, ce qui est synonyme évidemment de dépendance économique à des puissances étrangères. L'actualité nous l'a rappelé récemment, mais aussi de vulnérabilité économique pour les ménages les plus pauvres qui dépendent essentiellement de la voiture et pour lesquels le budget carburant est extrêmement important. Lié à cet enjeu, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on sait que le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, et la voiture est responsable de 50% des émissions de ce secteur. Donc évidemment, la décarbonation de nos déplacements est un enjeu central de la lutte contre le réchauffement climatique.
Et enfin, un sujet qui nous tient à cœur aussi particulièrement au Forum Vie Mobile, c'est la question à la fois de la santé et du cadre de vie, de la qualité de vie. On a tendance à rappeler qu'à la fin du 19e siècle, on parcourait 4 km à pied, 4 km en moyenne par jour, essentiellement à pied. Aujourd'hui, on parcourt entre 40 et 60 km au quotidien, essentiellement assis dans une voiture ou éventuellement dans les transports collectifs. Donc finalement, on ne s'est jamais autant déplacé et pourtant on n'a jamais aussi peu bougé d'un point de vue physique. Et l'accès à des modes de transport rapides, c'est aussi synonyme de dispersion de nos activités, dispersion temporelle, dispersion spatiale de nos activités. Et on sait que le confinement et la crise sanitaire, elle a remis au goût du jour des envies de proximité, de cadre de vie de qualité, etc. Donc face à ces grands défis, les promoteurs du vélo présentent ce mode actif, décarboné, léger, silencieux, peu consommateur d'espace, efficace, rapide mais pas trop, léger, joli, facilement réparable, synonyme de plaisir, d'autonomie, etc., etc., comme la solution à de nombreux problèmes. Notre question, c'est: le vélo est-il le super-héros dont on attendait tous le retour ? Est-il à la hauteur de ces défis ? Peut-il emporter le combat contre l'hégémonie de la voiture individuelle ? Et finalement, le vélo va-t-il sauver le monde ? Pour ouvrir cet imaginaire, et parce qu'au Forum Vie Mobile, on aime la recherche, mais on aime aussi le cinéma, entre autres choses. Et avant d'ouvrir le débat pour créer un peu de consensus et se faire plaisir, on voulait vous passer un extrait d'un film culte dans lequel des vélos et un petit extraterrestre sauvent la mise à de jeunes humains. We made it! Enfin, notre numéro 1 est pour... Donc, Olivier Rasmont, depuis la crise sanitaire, on parle du grand retour du vélo. Est-ce que pour contextualiser le débat, vous pouvez nous raconter un peu dans les grandes lignes comment la place du vélo dans nos modes de déplacement quotidien a évolué en France depuis son invention ? Merci Claire-Marine, voilà, merci beaucoup. Et merci au Forum de Vie Mobile. En fait, il y a eu plein de retours du vélo. Ça arrive à peu près tous les 5-10 ans. On parle du grand retour du vélo. C'était le cas déjà quand il y a eu les vélos en libre-service entre 2005 et 2010. À ce moment-là, on a titré énormément sur « ça y est, le vélo revient dans les villes ». Bon, ça a été sans doute le cas également au moment de la fameuse... Quand je parle de ça, j'ai l'impression de grève de 95, vous savez peut-être pas, mais grève de 95, le retour du vélo. Bon. Et puis 2019, les grèves des transports publics qui ont surtout marqué l'Île-de-France, mais voilà. Et puis 2020, le Covid. Et en fait, on arrive toujours à des proportions quand même relativement limitées de déplacements à vélo. Ce qui fait qu'en fait, je pense que le grand retour du vélo est à venir, en fait. Et il y en aura d'autres, des grands retours du vélo. Et surtout quand on regarde l'histoire, c'est un instrument qui a déjà une longue histoire depuis la fin du XIXe siècle. Et quand on regarde, quand on sait qu'au début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, en fait, jusqu'aux années 50, le vélo était un moyen de transport extrêmement utilisé. Il suffit de regarder. J'ai regardé récemment parce que je ne peux pas vous raconter ma vie, mais enfin bref, j'étais à Rimini pour faire un article
article sur Fellini et Rimini. Il est né là-bas. Et alors, il se trouve, je regarde des films, du coup, parce que je suis que journaliste. Donc, en fait, quand je fais un article au début, je ne sais pas de quoi je parle. Et puis, c'est quand j'ai fini l'article que je sais de quoi je parle. Donc là, j'ai regardé des films de Fellini. Il y a la Dolce Vita qui est connue en 60, où il y a tous ces gens qui sont via Veneto à Rome, très chics, qui sont tous dans des voitures toutes petites, les voitures à l'époque, minuscules, on se met, c'est grand comme voilà, 2 sièges, hein, voilà. On pense qu'elles sont devenues absolument énormes entre-temps. Et puis j'ai regardé un autre film qui se passe à Rimini qui s'appelle Amarcord, et là c'est des gens pauvres qui voilà, du peuple du coin, ils sont tous à vélo. Et c'était ça en fait le vélo jusqu'aux années 50-60, et ça se passe dans, enfin, Amarcord est censé, c'est sorti en 76, mais c'est censé se passer dans les années 30, et donc voilà, et c'était ça en fait. Et puis effectivement est arrivé la voiture, tout simplement, qui a cannibalisé littéralement le vélo. En France, avec cette particularité on est passé par le 2 roues motorisé, qui a été encouragé massivement, et on a eu partout, dans tous les pays occidentaux, hein, c'est connu, hein, tout simplement une baisse de la pratique du vélo, au point que cette baisse a continué en fonction des différents types de territoires. C'est Frédéric Errand, économiste des transports, qui le raconte très bien. Cette baisse a continué, s'est poursuivie jusque dans les années 90, dans certains endroits, même 2000. Il y a des endroits où en fait on continuait, il y avait encore un usage populaire du vélo dans les années 90, dans des endroits relativement avec une plus faible motorisation qu'ailleurs. Ou un usage adolescent aussi, comme ce qu'on voit dans oui, mais l'usage populaire a continué à baisser, et en même temps, l'usage plus urbain, effectivement, alors parfois adolescent, il y a plein d'usages différents, mais c'est pour résumer les grands types d'usages, et commençait à augmenter. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui s'est passé dans les années 2010, avant les années 2020, donc, c'est une mobilisation citoyenne. Ça, c'est frappant, c'est la chose moi, que je trouve la plus fascinante. C'est un mouvement social, un mouvement, je ne sais pas si on doit dire populaire de nos jours, mais enfin, en tout cas, le fait est qu'il est social, il est avec énormément de gens différents qui se sont dit, et ça a commencé comme ça, hein, c'est 2 personnes qui se croisent à un carrefour dans une ville moyenne, et qui sont à vélo et qui disent le boulevard là c'est un peu infernal, c'est très routier, on peut pas, on va faire une demande, on va essayer de rencontrer le conseiller municipal ou je sais pas qui, bon voilà. Et ils créent une association, ils agrègent d'autres gens, c'est des associations qui se créent un peu partout. Et au fur et à mesure, voilà, c'est la Fédération des usagers des bicyclettes qui avait 250 associations il y a 5 ans et qui en a 450 aujourd'hui. C'est le baromètre des villes cyclables. En fait, c'est quand même incroyable. On demande à des gens de remplir un questionnaire de 40 ou 50 questions en ligne. Et il y a plus de 100 000 personnes qui répondent la première année, 200 000 la troisième, 300 000 la quatrième, enfin 300 000, 400 000, enfin 300 000 presque 300 000 4 ans après. Donc voilà, on voit pas ça dans d'autres domaines. On l'a vu un petit peu, heureusement, maintenant il y a le baromètre des villes marchables qui a été lancé également. Mais enfin voilà, donc il y a eu ce mouvement social, et puis il y a eu, et c'est vrai, en 2017, pour des raisons que j'essaie de comprendre. Quand les militants du vélo allaient voir les conseillers de cabinet ministériels dans les années 2010 avec Ségolène Royal, on leur riait littéralement au nez. On leur disait... Vous êtes ridicule, vous n'y arriverez jamais, comme ça à peu près, hein, vous n'y arriverez jamais, vous ne représentez rien. Et effectivement, ça a changé en 2017. Alors, opportunité, compréhension, changement de personnel politique, tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. Probablement un peu aussi une volonté de ce gouvernement-là de faire confiance davantage au lobby, en effet. En l'occurrence, le lobby vélo en a profité aussi. Et cette fameuse phrase d'Elisabeth Borne, en 2017, ministre des Transports, il faut arrêter de regarder le vélo avec condescendance. Et puis, à ce moment-là, le baromètre est arrivé, une mobilisation, et il y a eu des événements, et c'est vrai, à peu près imprévisibles, les grèves des transports, le Covid. Et puis, à ce moment-là, tout le monde s'est dit, enfin tout le monde, beaucoup de gens se sont dit dans les villes, pas tout le monde justement, mais beaucoup de gens se sont dit, on se déplace de temps en temps à vélo, on fait de temps en temps, on va le faire plus souvent parce qu'on va se réapproprier son moyen de transport. C'est bon pour la santé, on en avait marre d'être assis toute la journée devant l'écran. Il y a un petit peu de crainte des transports publics, mais je pense que c'était plutôt un prétexte. Et puis en fait, le vélo, quand il est adopté, ça y est, il est parti. Alors là, je sais que c'est une photo de la rue de Rivoli à Paris, mais le vélo, c'est pas seulement rue de Rivoli à Paris, c'est à Olivet, dans la banlieue d'Orléans où j'étais hier soir et où plein de gens se déplacent à vélo.
Charleville-Mézières, où entre Charleville et Mézières, le maire essaie de développer un axe cyclable, et puis à d'autres endroits également, de façon à ce que et effectivement ça fonctionne assez bien avec des gens qui l'utilisent. C'est dans les villages des Alpes, avec un vélo à assistance électrique, ou pour monter, pour descendre au marché, en fait, beaucoup de gens commencent à le faire. Voilà, on commence à le voir partout. Donc c'est plutôt, c'est intéressant. Ça reste encore relativement embryonnaire malgré tout. Justement, on va donner la parole à Guillaume Martin pour essayer de nous dresser un petit panorama, un état des lieux de la pratique du vélo en France aujourd'hui et ses évolutions récentes avec la crise du Covid, tout en nous mettant en perspective finalement les défis qu'il doit relever aussi. Donc déjà, pour donner quelques éléments chiffrés d'où on se parle, aujourd'hui on a... si vous prenez l'ensemble des déplacements qui font de moins de 1 km, plus de 50% de ces déplacements sont réalisés en voiture. Donc sur une ère où on se dit que le vélo a un vrai potentiel, on n'y est pas encore. Et si on va jusqu'au déplacement de moins de 5 km, c'est près de 3/4 des déplacements qui sont réalisés en voiture. Et dans tout ça, le vélo, quels que soient les types de territoires, en fait, c'est 2 à 3% des déplacements. Et je dis quel que soit le type de territoire, puisque aujourd'hui, et on le voit dans la sélection de la photo, le vélo a encore une image très urbaine. Et moi, dans mon quotidien à ABL Evolution et dans l'accompagnement des territoires qu'on peut faire, c'est absolument pas la dynamique qu'on observe. Je me souviens, il y a 4-5 ans, quand j'allais proposer des plans vélo à des collectivités rurales, par exemple, clairement, je prenais des pierres en réunion. Aujourd'hui, ça se bouscule un petit peu. Toutes les communes, toutes les communautés de communes, les départements s'y mettent. Tout le monde veut son plan vélo, y compris sur des territoires où le vélo n'a pas l'image d'artifice du bobo urbain vu de la fenêtre de l'administrateur de Paris-Ancel. L'objectif national qui a été fixé, il est très ambitieux en fait, puisque l'idée c'est de passer de 2 à 3% et d'aller à 9% en 2024, 30% en 2030. Ça nous ferait simplement rattraper. Vous pouvez juste préciser 9%, donc ouais. 9% des déplacements. C'est 9% des déplacements, en nombre de déplacements, donc pas en kilomètres, et ça peut être assez important, mais on reviendra sur le pouvoir de transformation du vélo. Je suis assez convaincu que, ça a été dit en introduction, la voiture a fait qu'on a multiplié par 10 les distances parcourues. Je pense que le vélo a ce pouvoir de transformation inverse, le vélo et la marche, et puis l'ensemble de l'écosystème de mobilité dont on discutera, a ce pouvoir aussi de transformer les types de déplacements, les longueurs de déplacement, les motifs de déplacement, etc. Et c'est très visible chez les gens qui adoptent le vélo finalement pour leur déplacement domicile-travail. Derrière, ils l'adoptent aussi pour aller faire des courses, pour aller à leurs loisirs, etc. Et ça devient pour certains même un motif de déménagement, par exemple, pour se rapprocher de son travail, etc. L'autre dynamique par rapport à cet objectif qui est très important, c'est ce qu'on observe concrètement sur le terrain depuis la crise du Covid. On en a beaucoup parlé ici comme ailleurs. Je ne peux pas vous donner beaucoup d'éléments chiffrés là-dessus, puisque typiquement les données de part modale, donc ces fameux 3% de déplacements effectués en vélo aujourd'hui, les dernières données en date datent de 2018. Et c'est quelque chose qui met un petit peu de temps à se construire à travers les recensements INSEE, donc on n'a pas d'actualisation récente. Par contre, on a les chiffres de l'association Vélo et Territoire qui fait des comptages sur l'ensemble des véloroutes et voies vertes de France et qui nous montre qu'entre 2019 et 2021, ces comptages ont augmenté de 31%. Donc il y a 31% de fréquentation en plus sur les véloroutes et les voies vertes, qui sont un certain type d'aménagement cyclable qui correspondent plutôt sur des déplacements de loisirs, mais qui servent aussi à du déplacement dit utilitaire, donc aller au travail, aller faire ses courses, etc., sur certains territoires. Et en fait, c'est aujourd'hui l'ossature principale du réseau cyclable français, ce sont ces itinéraires-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le détail par type de territoire. Et donc certes, les milieux urbains et périurbains poussent cette croissance-là, c'est 31% en milieu urbain, 20% en milieu périurbain, mais le rural fait quand même plus 14%. Donc c'est quelque chose, et moi je le ressens vraiment au quotidien, dans la vision des élus locaux aujourd'hui, le vélo est vraiment pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ministre, d'un discours à l'Assemblée nationale au Sénat, mais ça a percolé aussi sur les territoires, et ça c'est très important.
En termes de vente, pardon, vous aviez terminé ? Oui. Je me demandais en termes de vente, est-ce que ça, c'est pas un bon indicateur aussi en termes de vente de vélos électriques ? Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager ? Si, alors là aussi, par rapport à ce que disait Olivier, c'est toute une industrie qu'on a perdue au fil des années qui est en train d'essayer de se reconstruire. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un vrai sujet, que la filière n'arrive pas à suivre cette croissance-là. Pour prendre ne serait-ce que les chiffres du vélo à assistance électrique, c'est une croissance à 2 chiffres depuis 2-3 ans. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 000 unités vendues. Donc et au total, au global, on vend plus de vélos mécaniques et vélos à assistance électrique qu'on ne vend de voitures. Donc ça dit quand même quelque chose de la dynamique aujourd'hui de notre société, je pense. Et on reviendra ensuite sur la question des freins à ce développement. Je pense que l'emploi est vraiment central dans ce qu'on est en train de vivre. Et la limite à cet objectif aujourd'hui de 9% de part modale en 2024, 12% en 2030, pour moi, c'est cette transition de l'emploi qui doit s'opérer. À la fois dans la filière industrielle, qui peine à recruter des mécaniciens. Enfin, si vous avez essayé de faire réparer votre vélo récemment, c'est toujours une galère. Mais aussi dans la production et en ce qui me concerne, dans tous les aspects planification au sein des collectivités territoriales, par exemple. Merci. Du coup, ce qu'on entend dans vos explications, Olivier Razemont et Guillaume Martin, c'est que finalement, il y a un retour, mais peut-être que ce n'est pas le premier retour. Ce qu'on peut se demander, c'est finalement, face à la situation que l'on connaît, donc vous l'avez dit, allongement des distances, des territoires, des activités qui sont façonnées par l'accès à la voiture et donc à une vitesse de déplacement bien plus importante. Le vélo est-il à la hauteur du défi et quel est son potentiel de contre-attaque ? Donc avant de donner la parole à Jean-Marc Hoffner, je voulais simplement m'adresser à nouveau à Olivier Razemont pour savoir si, d'après vous, le vélo a la capacité de gagner le cœur des Français. Autrement dit, qui peut, mais surtout qui veut, qui souhaite faire du vélo son mode de déplacement au quotidien. Alors, d'abord, ce qui est impressionnant, pour rajouter ce que disait Guillaume, c'est qu'à chaque fois qu'on visite des usines de vélos, d'assemblage de vélos, et il commence à y en avoir un certain nombre en France, c'est impressionnant. C'est-à-dire ils ont gagné en chiffre d'affaires, ils ont fait plus 100% par rapport à un an ou il y a 2 ans. Ils ont recruté, pareil, ils sont passés de 25 personnes à 150 personnes en 4 ans. Ils ont augmenté leur surface de production. Enfin, c'est vraiment... et partout, dans tous les domaines, et c'est vrai aussi dans le domaine du conseil, bien évidemment. Donc, voilà. Et puis, l'enjeu... j'ai oublié la question, évidemment. Voilà, non, mais en plus, je l'avais en tête, mais allez, redis-moi. Ma question, c'est qui peut et qui veut faire du vélo aujourd'hui en France, oui, non, d'après vous ? C'est ça, voilà. L'enjeu, c'est, malgré tout ça, malgré ce dynamisme très puissant, qui est soutenu, qui s'appuie à la fois sur des gens, tout bêtement, c'est à la fois bottom et top, si on peut dire, c'est des gens, et puis en même temps, c'est effectivement des décideurs dans tout domaine. Malgré ça, en fait, on rame contre l'étalement urbain. On a un courant puissant qui, aujourd'hui, fait que les distances s'allongent, qu'on continue à penser en continuant à organiser les espaces urbains de plus en plus loin des villes, de plus en plus avec des distances qui augmentent. On continue à considérer comme logique qu'on travaille au nord et qu'on habite au sud de telle agglomération, etc. Et on est encore dans cette logique, en fait. On continue à étaler tout simplement les villes essentiellement, avec des cinémas, des centres de congrès, des hôpitaux, etc. Et avec des distances qui s'allongent. Et pas seulement des distances domicile-travail, mais surtout des distances, alors qui ont tendance à plutôt stagner, mais toutes les autres distances qui ont tendance à augmenter. Et donc on rame contre ça, et quand on fait ça, en fait, on est dans la logique du tout-voiture, c'est-à-dire qu'on continue, quand je dis on, c'est les décideurs politiques, économiques et médiatiques, d'ailleurs, continuent à considérer que tout à fait logique que tout le monde a une voiture, tout le monde va se déplacer avec ça. Et bon, oui, on fait quelques pistes cyclables, voilà, parce que la loi l'oblige, et puis on fait aussi un bus. Mais enfin, globalement, on considère que c'est la voiture qui est prioritaire tout le temps et que c'est vraiment la voiture qui est légitime. Donc en fait, on rame en permanence contre ça. Et pour l'instant, le mouvement contre les projets
effectivement inutiles, les ponts, un pont sur la Loire, enfin un truc en plus, etc. Tout ça, il est encore très embryonnaire, il est très local, donc c'est assez compliqué. Maintenant, qui veut, qui peut. Il y a un truc avec le qui peut qui est gênant, qui me vient de Stein Van Osteren, que vous connaissez sans doute tous, qui a écrit ce livre Pourquoi pas le vélo, et qui dit il faut arrêter de demander qui peut, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire alors moi, la semaine prochaine, je vais devoir transporter un congélateur. Donc, personne, jamais, nulle part ne peut se déplacer à vélo. Voilà, donc ça revient un peu. Et donc ça, c'est le truc qui vient. Et non seulement c'est comme ça la conversation de bistrot, mais c'est aussi des décideurs, voilà, aussi politiques, économiques, médiatiques, qui disent c'est pas légitime parce que, vous comprenez, tout le monde ne peut pas faire de vélo. Non, personne ne dit, je le dis parce qu'il faut le redire à peu près tous les quarts d'heure, tout le monde n'a pas vocation à se déplacer à vélo tout le temps. C'est quand même c'est assez simple. Il y a peut-être des gens qui croient ça, pas beaucoup. Mais par contre, quand on entend ça, il faut se méfier un petit peu. Tout le monde ne peut pas faire de vélo. Non, personne ne dit ça. Mais par contre, il y a tellement de trajets, Guillaume l'a dit, il y a 60% des trajets de moins de 5 km domicile-travail qui se font en voiture. Donc la marge de progression est massive, surtout précisément dans le périurbain. Donc je pense que l'enjeu il est là, et on est encore au tout début, je pense, il suffit de regarder les villes italiennes, là pour le coup, du nord de l'Italie, où on voit énormément de déplacements à vélo, les gens de tous âges, de tout type, etc., se déplacent à vélo, alors pas pour faire des très très longs trajets, mais ça revient souvent, évidemment dans les pays du nord de l'Europe, dans certaines villes allemandes, évidemment dans les villes néerlandaises, etc. Il suffit de voir, on regarde ça, et on voit que le potentiel est majeur. Et pas seulement, en plus, c'est pas seulement pour le climat, parce que c'est avant tout parce que c'est tellement agréable de se déplacer à vélo. Donc ce que vous dites, c'est que finalement la motivation à faire du vélo, elle n'est pas principalement ou prioritairement écologique, elle est plutôt de santé, de qualité de vie, de plaisir. Ça vient, quand on se déplace à vélo, on se dit ah oui, je fais un truc bien, sans doute. Ce qui peut être un peu agaçant. L'extérieur, on dit ok, d'accord, enfin, ça va quoi. Ça va, bon. Mais non, premier truc, pourquoi est-ce qu'on continue et pourquoi on commence et pourquoi on continue? Parce que c'est simple, c'est rapide, c'est fiable, c'est léger, enfin voilà, tout ce que tu as dit avant. Donc tout simplement. Et pour les collectivités, ça coûte pas rien, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher que de faire des autoroutes à tire-larigot. Donc voilà, donc il y a plein de bénéfices individuels et collectifs, et c'est ça qui fait, je pense que le principal, et le vélo, on est seul la plupart du temps sur son vélo, la plupart du temps. Donc c'est quand même très individuel, et je pense qu'avant tout, c'est le plaisir individuel, personnel qu'on y prend, parce que ça, enfin, je pense qu'on est beaucoup à le savoir ici, mais ça change le trajet. C'est pas du tout la même chose. Ça devient vraiment un moment où c'est pas toujours agréable, mais c'est quand même un moment plutôt de détente plutôt qu'un moment de stress. Donc j'ai posé la question de qui pouvait faire du vélo, et maintenant on peut s'interroger sur où peut-on et souhaite-t-on faire du vélo. Et donc avant d'entendre Jean-Marc Hoffner et Guillaume Martin sur cette question, on vous propose de regarder une petite page de publicité. De toute manière, tu sais. Non mais tu vois, le temps de sortir des embouteillages, j'ai trouvé une place dans le quartier, avec tout ça, moi j'étais pas en avance. Puis en plus, t'avais oublié de me donner le code. Heureusement, j'ai croisé Julie qui était en retard aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas pu voir Alex. Tu sais, Alex, le prof de gym, celui qui a passé la soirée dans la pièce du fond. Ah ouais, avec un pull bleu, ouais. Mais non, pas lui, c'était Fred, c'est celui qui nous invitait, le copain de Cécile. De toute manière... Vélo des villes, vélo des champs, Decathlon invente le Between. Aussi à l'aise partout que partout. Une innovation Decathlon. Donc Jean-Marc Hoffner, ma question pour vous, en tant qu'urbaniste, pensez-vous que le vélo soit aussi à l'aise partout que partout ? Reprendre juste un propos d'Olivier, parce qu'on pourra y revenir, c'est très individuel le vélo. Moi, j'habite pas en ville pour être individuel, j'habite en ville pour croiser des gens sur le trottoir et dans les transports collectifs. On y reviendra. Toujours est-il que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, on y reviendra, mais alors je développe une minute. On a inventé cette expression de mode doux, de mode actif, en faisant croire que le vélo et la marche, c'est la même chose. Alors d'abord, quand on parle mode doux, en général, on parle 95% de vélo et 5% de marche.
Et puis on fait croire que la marche, c'est un moyen de transport, alors que c'est un peu un moyen de transport et c'est beaucoup autre chose. Voilà. C'est à peu près le seul mode d'habiter au monde que l'on ait trouvé jusqu'à présent. Et donc on est dans une autre problématique. Mais on va revenir là-dessus. Moi, alors, potentiel énorme du vélo, on est tous d'accord. Mais pas là où on le voit le plus. Et c'est mon message. Si on prend à deux niveaux, le niveau du système de déplacement, l'économie générale du système de déplacement. Grosso modo, le vélo, il prend des parts de marché, on va dire, beaucoup au transport collectif et un peu à la marche, et pas à la voiture. Alors ça, on le voit à la fois en dynamique, on le voit quand on interroge de nouveaux cyclistes. Ils viennent beaucoup du transport collectif, un peu de la marche et un tout petit peu de la voiture, mais vraiment pas beaucoup. Et on le voit aussi dans la structure des déplacements des villes où le vélo est très présent. Là où le vélo est très présent, le transport collectif l'est beaucoup moins. Donc c'est un vrai sujet. Le vélo, et on l'a bien vu aussi pendant le Covid, etc., cannibalise le transport collectif. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Si on est très individualiste, oui. Si on a peur de la promiscuité dans le bus et dans le métro, oui. Mais est-ce qu'on peut se permettre de faire au même endroit, puisque les transports collectifs, on va dire qu'ils sont dans les villes moyennes, dans les grandes villes, est-ce qu'on peut faire au même endroit des investissements en transport collectif et en vélo, alors qu'effectivement, ils se font concurrence? Donc c'est de mes premières analyses. Le vélo, oui, mais plutôt en complémentarité du transport collectif, soit là où il n'y a pas du tout de transport collectif, soit il y a des transports collectifs type départementaux, où le vélo peut servir de rabattement vers le transport collectif lourd, et sinon lourd, du moins rapide. Et la deuxième bonne raison d'exclure, alors le mot est violent, mais d'exclure le vélo des villes denses, c'est la consommation d'espace. Le vélo, quand même avec les chiffres de Frédéric Errand, chercheur militant donc, que l'on peut croire sur ces questions, quand on met trois personnes dans une voiture, on est presque à la consommation d'espace du vélo. Et surtout, le vélo consomme en espace-temps, il y a plein de manières de mesurer, beaucoup plus d'espace que le piéton et que l'usager des transports collectifs. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de calculs très compliqués parce que ça se voit, ça se voit beaucoup, d'où aujourd'hui les polémiques en grande partie justifiées sur la dégradation, je dirais, de la condition piétonne en ville par rapport au développement du vélo. Mais même du point de vue très, très bêtement quantitatif, le ticket gagnant par rapport à la question de la consommation d'espace, dans les villes denses et ou dans les villes où l'espace de voirie est faible, c'est la marche et le transport collectif. Donc une deuxième raison de ne pas pousser les feux sur le développement du vélo à Paris, à Bordeaux et dans quelques autres villes. Et donc évidemment, on en vient au discours beaucoup plus positif, qui est de dire que tous les autres territoires sont intéressants, évidemment, pour le vélo. Ce qui est globalement vrai d'ailleurs pour des tas de choses et pour les politiques de déplacement général. On peut s'amuser à faire plein de choses dans les villes-centres et dans les centres-villes des villes-centres. Ça ne change rien. Ça ne change rien en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'économie générale du système de déplacement. Les kilomètres parcourus, ils sont effectivement ailleurs, et c'est cet ailleurs dont il faut s'occuper. Alors là, tu en sais plus que moi sur ce qui se passe aujourd'hui, justement, dans ce que j'appelle, moi, les campagnes urbaines, mais c'est là où ça me semble important, intéressant de déployer le vélo, parce que le transport collectif est très peu présent. Et quand il l'est, il faut mieux l'organiser pour qu'il soit performant.
Et mieux l'organiser pour qu'il soit performant, c'est ne pas le faire s'arrêter sans arrêt et donc permettre des rabattements en vélo. Voilà. Alors juste pour vous amuser, tout ça, je l'ai écrit dans un article que personne n'a lu en 1987 dans la revue Transport qui s'appelait « Pour une politique sélective de promotion du vélo ». Parce que finalement, ce que je vous dis là, ça se voit, mais ça peut aussi effectivement se quantifier et s'analyser assez facilement, quels que soient les contextes. Merci. Guillaume Martin, est-ce qu'avec votre double casquette Paris-Ancel et puis aussi votre expertise sur les territoires périurbains, est-ce que vous voulez réagir à la vision que défend Jean-Marc Hoffner et puis nous présenter en quoi, selon vous, le potentiel du vélo est largement sous-estimé aujourd'hui? Oui. Alors, je vais essayer de différencier les casquettes. La casquette de Paris-Ancel, elle défend l'idée quand même que même si effectivement on est déjà allé loin, par exemple à Paris, sur l'intégration du vélo dans la ville, il y a encore pas mal d'endroits où, sans prendre de la place aux piétons et à la marche, on peut encore faire des choses sur le vélo. Quand on regarde le partage de la voirie à Paris, il y a encore 50% de l'espace public qui est dédié à l'automobile pour une toute petite partie des déplacements, notamment les déplacements des gens les plus riches. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est valable aussi à l'échelle nationale. Plus on est riche, plus on se déplace en voiture. Et ça, je le rappelle systématiquement, puisque c'est souvent le contre-argument quand on essaye de mener une politique cyclable, c'est finalement, qu'est-ce que vous allez faire des classes populaires qui sont dépendantes de la voiture? Dans les faits, c'est un peu différent. Maintenant, ce que j'observe, plutôt avec ma casquette BL Évolution, c'est que dans les grandes villes comme Paris, la bataille des idées pour le vélo, elle est gagnée. On est peut-être allé trop loin dans certaines villes, encore que je ne sais pas. Dans le rural, c'est assez particulier parce que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui il y a beaucoup de collectivités rurales qui s'intéressent au vélo et qui prennent ça comme un mode vraiment au sérieux et qui n'ont pas forcément les moyens de mener cette politique-là. Et dans le périurbain où on a plus de moyens, où potentiellement l'intérêt est plus important, en fait, c'est plus compliqué. Parce que justement, ce rééquilibrage de l'espace public, il est moins simple. Dans le rural, on a de la place, mais en dehors des centres-bourgs qui ont été de toute façon dimensionnés pour faire rouler des charrettes et on ne fera pas rouler grand-chose de plus en termes de largeur. Dans le périurbain, souvent, on a des grands espaces, mais qui sont déjà très bien occupés par la voiture. Et supprimer des lignes de stationnement, par exemple, passer d'une 2x2 voies à une 2x1 voie, tout ça, c'est compliqué. Or, pour développer l'usage cyclable aujourd'hui, on va avoir besoin de rééquilibrer cet espace public. Le premier frein au développement des pratiques cyclables, dans l'enquête FUB dont parlait Olivier, ça se voit très bien, c'est le manque de sécurité à vélo. Que ça soit en ville, entre les villes, dans les centres-bourgs, etc. Donc après, les solutions ne sont pas les mêmes. On ne va pas faire des pistes cyclables séparatives type rue de Rivoli partout, évidemment. Mais il y a un enjeu à travailler là-dessus. Donc, et sur la question du potentiel, finalement, en termes de volume de trajet qu'on peut réaliser à vélo, donc un potentiel théorique, c'est ce que vous avez étudié dans votre étude La France à 20 minutes à vélo. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux résultats ? Déjà, pour expliquer un petit peu la méthode et puis surtout le chemin qu'on a parcouru à travers cette étude, c'est dans la manière dont on présente aux élus locaux les enjeux des déplacements sur leur territoire, un argument qu'on a remarqué comme étant très efficace, c'est-à-dire de montrer la proportion de déplacements qui pourraient être réalisés à vélo sur un territoire donné. Et surtout de demander avant la réunion, au début de la réunion, à l'élu local, à votre avis, combien de déplacements sur votre territoire sont faisables à vélo? En gros, quel est le pourcentage de la population qui vit à moins de 20 minutes à vélo d'un ensemble de services? Ça peut être, par exemple, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est les collèges, puisque une ville où il y a un collège, souvent il y a une pharmacie, il y a quelques restaurants, il y a des épiceries, il y a à voir un super ou un hypermarché. Donc il y a ce qu'on appelle un pôle de vie possible. Et en fait, systématiquement, les élus locaux, quels qu'ils soient, sous-estiment ce chiffre. Ils vont répondre « sur mon territoire, c'est 20%. » En fait, c'est 75%. Et sur l'ensemble des territoires qu'on accompagne, le chiffre descend rarement en dessous de 60%. Donc, même dans des collectivités très rurales, Ambert, Livradois, Forêt,
la communauté de communes Haut Jura Arcade. Donc en plus, je vous donne des exemples montagneux où il y a cette perception des distances qui est en plus accentuée par le dénivelé, par la météo, parce que l'hiver, il neige, etc. Donc là, il faut leur montrer les vidéos des petits Finlandais qui font du vélo sous la neige 8 mois par an et qui font ça avec le sourire. Mais bref. Et donc dans l'étude, on s'intéresse à ça à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des points générateurs de déplacement, les gares, les hypermarchés, les supermarchés, les boulangeries, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on se dit quel est le pourcentage de la population qui vit à moins de 20 minutes à vélo de l'ensemble de ces points générateurs de déplacement. Et les chiffres sont très parlants. Sur les hyper et les supermarchés, c'est 75% de la population française qui vit à moins de 20 minutes à vélo des hyper et des supermarchés. Donc c'est ce que vous voyez sur cette carte. Chaque petit point, en fait, c'est ce qu'on appelle un isochrone. C'est un cercle d'accessibilité à vélo d'un temps de parcours de 20 minutes, centré sur chacun des hyper et des supermarchés de France. On a fait le même calcul pour les boulangeries. En fait, il a fallu qu'on descende le seuil. On a mis un seuil de 5 minutes et on trouve qu'on a 79% de la population française qui habite à moins de 5 minutes d'une boulangerie à vélo. Les épiceries, 79%, 10 minutes. Donc on a fait ce calcul-là pour d'autres points. Je parlais des gares, je crois que c'est la diapositive suivante. Là, vous avez uniquement les très grandes gares, donc les 116 gares en France qui accueillent plus de 250 000 voyageurs par an. Donc ça ne compte pas la grande majorité des gares qui accueillent quelques TER par jour, voire qui accueillent plus rien du tout parce qu'on les a fermées ou que ce sont uniquement des gares de fret. Mais rien qu'avec ces gares-là, on obtient 59% de la population qui vit à moins de 20 minutes d'une grande gare. Donc avec après une capacité à se projeter beaucoup plus loin dans son déplacement. Et il suffit de se balader un petit peu dans nos campagnes pour voir à quel point les parkings voitures sont surdimensionnés aux abords des gares TER et que le stationnement cyclable à côté, c'est peau de chagrin. Avec d'ailleurs des problématiques de moyens, puisque dans beaucoup de communes que je rencontre, en fait, les parkings à vélo sécurisés, donc ceux sur lesquels on peut vraiment enfermer son vélo dans un box ou quelque chose fermé, pas simplement un arceau, en fait, il n'y en a pas assez. Bon voilà, je pourrais détailler les écoles. 88% des écoles élémentaires, 88% des Français se trouvent à moins de 8 minutes à vélo d'une école élémentaire. Je ne vous cache pas que si on avait 88% des parents qui amenaient leur enfant à vélo, on aurait peut-être un petit peu moins de voitures le matin et le soir dans nos centres-villes, nos centres-bourgs. Merci. Donc, on observe un véritable... on observe un retour du vélo, on constate qu'il y a un potentiel qui est énorme et qui est sous-estimé. Et pourtant, les choses ne vont pas si vite en matière de déploiement d'un véritable système vélo. Donc on va se demander quelles sont les forces qui agissent aussi en résistance en fait, à cette contre-attaque du vélo. Et donc pour introduire cette troisième partie qu'on a intitulée « Qui veut la peau du vélo ?», on vous propose de regarder une autre petite séquence culte qui a été repérée grâce à Olivier Razemont. Et puisque je parle de réseau et je parle de mobilité, je voulais vous dire que le plan de relance portera une attention particulière aux pistes cyclables. On m'a moqué quand j'ai dit ça, on a dit « il parle d'un gadget ». Pas du tout, mesdames et messieurs les sénateurs, pas du tout, pas du tout. Le vélo, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé. Et nous sommes à une révolution, c'est le vélo électrique. Il va multiplier les usages. Il va multiplier les usages. Il va raccourcir les distances. Oui, oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs, n'en riez pas. N'en riez pas, dans 10 ans, on pourra, si on fait un réseau de pistes cyclables sécurisées, on pourra aller de Prades à Perpignan en vélo pour aller travailler. Oui, ça c'est concret, et c'est ce qui va se passer. Et je vous le dis, mesdames et messieurs les sénateurs, les jeunes générations attendent cela. Oui, tout ceci vous paraît secondaire. Tout ceci vous paraît secondaire, peut-être. C'est un sujet essentiel. C'est aussi un sujet concret. Les gens vont comprendre cela. Les gens vont comprendre cela. Et c'est une bonne façon de faire de l'écologie et du développement durable à la portée de tous.
et de toutes. Je savais que ce sujet plairait beaucoup à la Haute Assemblée, Monsieur le Président. Olivier Rasmont, est-ce que vous souhaitez commenter déjà cette vidéo et puis nous dire ensuite qui sont, selon vous, les alliés et les ennemis du vélo? Il remonte dans votre estime, Jean Castex, là. C'est marrant, hein. C'est un hommage. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a quand même, je crois, 50 km entre Prades et Perpignan, C'est ça, 48 et qu'il a quand même garni la ville de Prades de tout un tas de zones commerciales autour qui n'encouragent pas du tout à autre chose qu'à la voiture. Je vais aussi réagir à ce qu'a dit Jean-Marc, inévitablement. En fait, tu as l'air de dire que finalement le covoiturage, 3 personnes par voiture, serait finalement... Bah si, un vélo prend effectivement un peu plus de place qu'un piéton. Bon, il faut le stationner, c'est vrai. Non, je t'arrête tout de suite. J'ai dit que le ticket gagnant, quand il n'y a pas beaucoup de voiries et quand on est dans un habitat ou des zones denses, c'est marche à pied plus transport collectif. Mais tu dis 3 personnes par voiture. 3 personnes par voiture, quand même. 3 personnes par voiture pour rendre visible le fait que le vélo prend de la place. Oui, mais 3 personnes par voiture, on le voit jamais. Jamais. Non mais on le voit jamais. Il y a une personne par voiture tout le temps. Olivier, tu es de mauvaise foi. Ce n'est pas ça le sujet. Oui, mais si, c'est le sujet. Je parle pas du covoiturage en ville. Je rends visible le fait. Je rends visible le fait. Excuse-moi, tu as parlé un quart d'heure, j'ai parlé 3 minutes. Je rends visible le fait que le vélo prend de la place. Oui. C'est tout. Je vais dérouler Et je répète que le ticket gagnant. Oui. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème comme mode d'analyse. C'est marche à pied plus transport collectif. Comme en 1987. Mais simplement, comment dire, prenons-le simplement. 3 personnes dans une voiture, ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive? Non mais c'est quand même intéressant parce que je pense qu'effectivement le vélo doit se trouver des alliés et que le covoiturage en fait partie. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arriver à 3 personnes par voiture? Il faut prendre des mesures assez simples, mais qui demandent un courage politique assez important. C'est-à-dire mettre des voies réservées aux covoitureurs, 3 personnes, pas 2, 3, et ensuite des parkings réservés à l'arrivée, de façon à ce que quand on arrive, évidemment pas en pleine ville, mais pour de Prades à Perpignan précisément, de façon à ce que quand on arrive à Perpignan et quand on arrive à Bordeaux ou ailleurs, on soit encouragé, voilà. Sauf que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, notamment parce que personne n'a eu le courage de le faire. Parce qu'il n'y a pas de mouvement social qui le demande. Alors que précisément sur la question du vélo, il y a un mouvement social de 277 000 personnes qui ont répondu l'année dernière au baromètre des villes cyclables. Pourquoi est-ce qu'on devrait se priver de ce mouvement-là qui arrive un peu à la fois quand même à prendre de la place à la voiture, parce que c'est ça l'objet, plutôt dans les villes, de plus en plus quand même en dehors des grandes villes? Pourquoi est-ce qu'on devrait se priver de ce mouvement-là qui fait déjà ce boulot-là et qui, en plus de ça, met le point, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on parle de vélo, on parle de mobilité. Et quand on parle de mobilité, on avance, parce que ça veut dire qu'on se fait se rendre compte qu'il y a un enjeu autour de la mobilité. Donc je pense que là, c'est vraiment... Il y a une demande, en effet, Castex a raison, il y a une demande, utilisons-la. Bien sûr que je suis d'accord avec toi, le vélo, c'est pas faire 1,5 km en ville. L'enjeu, c'est plutôt les 5-6 km. Mais l'un n'empêche pas l'autre d'abord. Mais là, il y a ce mouvement, il y a cette demande qui s'exprime, qui s'organise, qui se professionnalise. C'est assez frappant. Aujourd'hui, les gens qui sont les plus efficaces, Guillaume en est la preuve ici, c'est que les gens qui sont les plus efficaces pour mettre en place ces aménagements, c'est des gens qui ont été eux-mêmes militants à un moment ou à un autre et qui ont ensuite professionnalisé leur propre expérience. Et qui ensuite, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on est à vélo, quand on est à pied, on peut être conscient de ce qui se passe. De plus en plus, il y a eu 40 000 réponses au baromètre des villes marchables. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, on marche, bon, voilà. Quand on est à vélo, on est un peu plus conscient, c'est l'objet qui fait ça. C'est parce qu'on est, à la fois, on se dit, c'est très simple, ça va plus vite qu'à pied, c'est très bien, ça permet de plein de choses, et on est confronté à tout un tas d'obstacles idiots, en particulier les voitures sur les pistes cyclables et les scooters qui font des queues de poisson et compagnie, qu'on se dit, on va quand même faire quelque chose. Et donc, il y a une conscience générale de la mobilité
qui arrivent avec ce mouvement-là. Utilisons ça, on a un mouvement et au contraire, ne le laissons pas dépérir. Voilà. Donc on entend bien justement qu'il y a un véritable lobby citoyen derrière le vélo. On sait depuis longtemps que la voiture bénéficie d'un lobby industriel, on va dire économique, et que les transports collectifs ont derrière eux peut-être on peut dire un lobby professionnel, l'appui des opérateurs et des réseaux assez puissants. Et donc Jean-Marc Hoffner, ma question c'est qui est le lobby de la marche justement selon vous, ou existe-t-il un lobby de la marche? Je vais quand même répondre à Olivier sur une seule chose. Quand on parle de vélo, on parle transport, on ne parle pas mobilité. Voilà, le jour où, quand tout le monde aura lu les travaux du Forum des vies mobiles, on comprendra que transport, c'est juste des flux qui passent et qu'on compte. Déplacement, c'est des gens qui vont d'une origine vers une destination dans un système global, donc il y a des échanges, et que la mobilité, c'est un mode de vie qui se concrétise dans l'espace et dans le temps. Forcément, si on parle vélo, on a effectivement une vision intéressante, mais très restreinte de la nécessité de faire évoluer un système de mobilité plus globalement. Mais j'insiste pas. Admettez quand même que le commun des mortels, quand il voit ce qui se passe en matière de vélo, il voit des vélos en ville et dans les grandes villes, pas ailleurs pour le moment. Donc il y a quand même un changement de lunettes, rien que sur cette question de la promotion du vélo à faire, puisque là encore, ça ne change vraiment pas le monde, qui est un peu plus de vélo et un peu moins de transport collectif ou de marche dans les centres-villes et les villes-centres. Si le but est de changer le monde, évidemment, si c'est autre chose, ça c'est un autre sujet. Alors, la question de la marche, c'est qu'effectivement, alors d'une part, même si le vélo n'a pas forcément les appuis, c'est quand même devenu un totem idéologique incroyable. Tout le monde, politiquement, est pour le vélo. Alors, tout le monde ne fait pas ce qu'il faut, mais tout le monde est pour. Quand on voit la réaction des sénateurs, on a du mal à y croire quand même. Ils rient quand on parle de vélo. Oui, mais un élu normalement constitué rit quand on lui parle de quotidien. Donc, voilà, parce qu'il pense qu'effectivement, les politiques du quotidien ne sont pas de son ressort, que ce n'est pas important, des pavés mal foutus. Voilà, ça, c'est un sujet plus global, quoi. Donc, je pense que c'est encore plus pour le vélo, mais c'est plus globalement parce que ça ne fait pas partie des politiques, y compris les politiques de mobilité qui devraient être en haut du panier du côté des présidences, etc., sont souvent en bas de la pile dans les grands dossiers. Mais alors, le pauvre marcheur, quelqu'un l'avait dit, il n'y a pas de conscience de classe, quoi. Tout le monde est marcheur. Il devrait y avoir évidemment 70 millions d'adhérents aux associations des droits du piéton et ils ne sont pas là. Et donc, effectivement, le cycliste reste un militant, me semble-t-il, voilà, dans ses propos et dans sa pratique, ce qui est un autre problème. Mais le marcheur, lui, n'est que très faiblement représenté, même si, effectivement, avec l'association, le regroupement de 3 associations, le baromètre, etc., on sent qu'il y a eu un changement. On sent, mais par exemple, l'après-Covid, dans les agences d'urbanisme, on avait fait plein de choses intéressantes pour les vélos et pour les piétons. Ce qu'on avait fait pour les piétons, on n'a intéressé personne. En revanche, les coronapistes, pour le meilleur ou pour le pire, sont restés. Donc il y a bien ce sujet, tout le monde est marcheur, donc personne ne s'en occupe, même si effectivement il peut y avoir des alliés. Alors moi je crois beaucoup, même si on leur a fait croire qu'ils étaient plus compétents sur le sujet, au département pour beaucoup de sujets. Pour le vélo, parce qu'ils s'occupent quand même des routes départementales et des collèges. Hein, donc ça, c'est vraiment un atout précieux. On parle beaucoup, mais c'est vrai aussi pour le vélo, de tout le monde de la santé. Voilà, on cite toujours Strasbourg, où les médecins peuvent mettre des ordonnances faites de la marche. Donc ça, c'est tout à fait important. Tout cet univers de défense et illustration de la proximité, qu'il faut relativiser à mon avis pour diverses raisons, mais ce n'est pas l'objet, est quand même très favorable à des modes qui permettent la proximité.
en prenant en considération effectivement que la métrique est différente. En ville, la métrique du piéton est quand même exceptionnelle. Dans le périurbain, la campagne, c'est la métrique du vélo ou du vélo à assistance électrique, pour le coup, qui devient intéressante. Et la proximité n'a pas le même sens en ville ou dans le périurbain. Voilà. Et puis, il y a cette idée, alors, qui semble un peu désuète maintenant, mais enfin quand même de dire que on a inventé les villes pour que les gens se croisent dans une urbanité faite de politesse distanciée, mais qui permet de croiser l'autre, de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont différents de vous. Et si la ville, c'est plus ça, c'est pas la peine, effectivement, d'habiter en ville. Et donc, c'est une vision, oui, presque citoyenne, finalement, de la marche. L'espace public, il ne peut être occupé que par des piétons, quand on parle d'espace public concret, mais qui va assez facilement dans l'ordre aussi de l'espace public plus abstrait. Voilà, cette idée de faire communauté dans les différences, pas dans la ressemblance. Ce qui me permet d'ajouter un tout petit point, pour le coup, c'est que les urbanistes ont quelques défauts, et en particulier quand ils s'intéressent à la marche, ils s'y intéressent du point de vue justement de l'usage presque un peu statique de l'espace public. Mais justement, le piéton, il est à la fois dans le mouvement et dans la sédentarité. Il faut aussi penser à lui dans le mouvement. Par exemple, accroître des zones piétonnes hypercentrales pour des touristes ou des gens qui font du shopping, c'est pas bien s'occuper du piéton. Voilà. Bon, alors pour vous faire plaisir, Jean-Marc Hoffner, on voulait diffuser une petite vidéo qui est un plaidoyer assez exceptionnel pour la marche à pied. La liberté, c'est un voyage vers le bonheur, un pas de plus qui nous pousse à aller plus loin. Cette liberté, nous l'avons cherchée pendant des années. We've spent years looking for an alternative mode of transport for short distances. Et nous l'avons enfin trouvée. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. Бидэд автомашин, автобус, скутер гэх мэтээс илүү үр дүнтэй тээврийн хэлбэрийг хайж байсан. Feet have 26 bones. The first metatarsal bone is the strongest. Produit localement à base de matériaux 100% naturels. Disponible 24 heures sur 24. There are absolutely no limits. I can use them whenever I like. Feet are so intuitive. Honestly, I feel like I've known the product since I was born. 2 modes de verrouillage. Rechargeables partout. Feet have been tested in different situations, even in the most extreme conditions. Découvrez les pieds. Disponibles dès maintenant, en bas de vos chevilles. Donc pour conclure, parce qu'il nous reste peut-être, on est un petit peu en retard, mais on va prendre le temps de conclure justement avec Guillaume Martin, la présentation finalement des actions que vous recommandez pour faire décoller le vélo comme mode de déplacement au quotidien. Alors dans l'étude, on détaille 7 grands leviers. Normalement, ils vont s'afficher à l'écran. Bon, ça s'ajoute à tout un tas de plaidoyers par d'autres acteurs, la FUM notamment, qui fait un travail assez fin sur ce sujet-là. Ces 7 leviers-là, ils essayent de répondre à 3 freins principaux, en tout cas les 3 freins qui me paraissent essentiels à mentionner. Le premier, on en a parlé, c'est la bataille des idées, où de mon point de vue, ça commence à être gagné, mais il y a encore quand même pas mal de travail. Et on le voit dans certaines réunions où, on l'a vu là à l'échelle nationale, nous on le voit à l'échelle locale où on a encore beaucoup à faire en termes de pédagogie, de sensibilisation, y compris des élus locaux. Le deuxième, c'est l'emploi, ça j'en ai parlé. Juste pour vous donner un petit chiffre, on s'était amusé à chiffrer le nombre d'emplois nécessaires liés en gros à la mise en œuvre d'une politique cyclable dans les collectivités locales. Sachant qu'il nous en faut en gros quasiment à chaque échelon, alors peut-être pas pour les communes les moins peuplées, mais dès qu'une commune dépasse 5000 habitants, par exemple, moi je considère qu'elle a besoin d'un plan vélo autonome. Au-delà, ça peut se gérer à l'échelle de la communauté de communes, mais déjà ça vous fait une personne dans chaque communauté de communes, plus une personne dans chaque commune de 5000 habitants.
plus au département. Enfin voilà, vous imaginez tous les échelons. Ça fait environ 5 à 6 000 personnes en France. Et 5 à 6 000 personnes, c'est grosso modo 10% de ce qui sort de l'enseignement supérieur chaque année en France. Donc même s'il y aura là-dedans des reconversions, je l'espère, je pense notamment au service voirie des départements, mais tout ça ne va pas se faire naturellement. En termes de formation, aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a l'ADMA quand même, on voulait parler, je me sens qu'il y a des représentants de l'ADMA aujourd'hui. Oui, alors dire qu'il y a, très bien. Rien. L'ADMA, par exemple, qui est un programme de la FUB qui sert justement, qui a vocation à être un peu la pointe de diamant de ces enjeux-là, mais voilà, l'ADMA, ils sont 15. Là, je vous parle d'un changement de fond à faire, qui est en plus en compétition avec les autres transitions, parce que je pourrais vous donner les mêmes chiffres sur l'efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments. C'est grosso modo les mêmes ordres de grandeur. Il faut former massivement à faire la transition. Est-ce qu'on peut juste préciser ce que c'est l'ADMA en 2 mots ? L'Académie des mobilités actives, donc un programme de la FUB qui propose des formations gratuites sur l'ensemble des enjeux des modes actifs de manière globale. Forme des professionnels capables de déployer des politiques vélo et marche au niveau local et national. Tout à fait, parce que là, je vous ai parlé uniquement des emplois dans les collectivités locales, mais derrière, il faut imaginer que quand une commune, une ville ou quoi que ce soit déploie un plan vélo, elle va faire appel derrière à son bureau d'études qui va dessiner les plans de voirie, à son cabinet d'architecte qui va choisir le type de stationnement cyclable, les matériaux, etc. Et aujourd'hui, cette culture cyclable en France, elle est proche de zéro. Et je pense que si vous êtes un petit peu cycliste, vous êtes déjà amusé à râler contre les infrastructures cyclables qu'on vous propose, qui s'arrêtent au milieu de la voie, qui proposent un virage en angle droit, le stationnement cyclable où vous ne pouvez pas mettre votre roue, rentre même pas dans le rack à vélo qu'on vous propose, et puis si vous mettez votre roue, vous êtes à peu près sûr que vous garderez que la roue et qu'on sera reparti avec le cadre. Enfin, tout ça, c'est du vécu de terrain de cyclistes du quotidien, mais qui en fait se concrétise dans un manque de savoir-faire qui commence un petit peu à bouger et à être de mieux en mieux, mais où il y a encore un énorme sujet. Dernier frein, la question de l'investissement, on n'en a pas trop parlé, mais derrière tout ça, il y a des enjeux quand même financiers. Moi, je me réjouis qu'il y ait ce genre de débat, je ne sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, l'État met environ 50 millions d'euros par an sur des aménagements cyclables. Donc, considérant que l'État n'est pas le seul financeur de l'histoire et que souvent c'est 20% du financement global d'un aménagement qui va être réalisé par telle ou telle commune, le reste, ça peut être le département, enfin voilà, ça se fait à toutes les échelles du millefeuille territorial français. Le besoin qu'on a aujourd'hui, c'est 100 000 km d'aménagement cyclable. Donc ça, c'est un chiffre cité par l'ADEME assez souvent. On considère qu'on est aujourd'hui à 30 000. Moi, je considère qu'on est beaucoup en dessous de ça parce que, je vous l'ai dit, dans les 30 000 km, il y a pas mal de trucs pourris sur lesquels, en fait, on ne peut pas vraiment faire de vélo en sécurité. Et sur ces 100 000 km d'aménagement cyclable, s'il faut financer ça, c'est environ 3 milliards par an qu'il faut mettre sur une politique cyclable en matière d'aménagement. Donc il faut qu'on passe de 50, 100 millions, si on compte 20% pour l'État, à 3 milliards. Et ça peut vous paraître énorme, mais en fait, comparé au budget voirie national, c'est rien du tout. Et comparé au budget transport national, c'est rien du tout. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et là-dessus, je pense qu'on n'a pas encore complètement gagné la bataille des idées. Et moi, mon quotidien, c'est des territoires qui veulent faire et dont la réponse est « OK, mais on n'a pas les moyens ». Et donc ça, je pense que c'est une mauvaise excuse et que les moyens, il faut aller les chercher. Et je me réjouis que c'est en débat de passer de 50 millions à 450 millions d'euros, ce fameux fonds de développement des aménagements cyclables. Ça montre quand même qu'on a compris un petit peu la problématique. Merci. Jean-Marc Hoffner, pour conclure et peut-être ouvrir aussi la discussion, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi en quoi vous pensez que finalement il faut arriver peut-être à dépasser cette logique centrée sur chaque mode pour penser de manière globale à la fois l'aménagement du territoire et les mobilités, plutôt dans une logique de coalition ? Alors, oui, il y a un préalable malgré tout, c'est qu'on est alors non pas un système institutionnel parce qu'on a marre des réformes, mais qu'on a un système de gouvernance des déplacements. Les plans de déplacement urbain, ça existe même plus. Là, on a presque régressé par rapport à des visions un peu transversales des choses, et on est toujours avec des autorités organisatrices dites de mobilité, mais qui ne s'occupent en fait que de transport collectif, ou à peu près. Et puis par ailleurs, le système automobile,
avec la politique industrielle et la politique infrastructurelle qui va avec. Donc, les vrais sujets, d'une certaine manière, qui sont, à mon avis, d'une part, la transformation du système automobile solo en un système automobile plus collectif, plus public et plus régulé, surtout. Et d'autre part, tout ce qui est effectivement la question des déplacements de proximité vers la marche et le vélo, ben, personne ne s'en occupe vraiment. Voilà. Les énergies et encore les budgets sont quand même essentiellement focalisés sur les anciens systèmes qu'il faut réformer. Voilà. Et bon, comme je dis, il y a eu la loi d'orientation des mobilités qui a raté son coup, mais qui fait croire à tout le monde qu'on parle de mobilité. Elle a raté son coup parce qu'elle fait croire qu'il y a maintenant des autorités organisatrices qui s'occupent de l'ensemble des questions de mobilité. C'est un peu comme les régions. Les régions auraient 1000 choses à faire sur ces questions de covoiturage, de vélo, mais comme elles ont bouffé du TER et de la SNCF pendant 30 ans et qu'elles ont acquis leur légitimité là-dessus, elles ne savent pas qu'il y a un monde au-delà des 0,5% de voyageurs du TER. Donc il faut que les métropoles et les départements et les régions se parlent comme elles devraient le faire. Et surtout, mais on l'a dit souvent au Forum des vies mobiles, que ces questions de mobilité se mettent en avant et qu'on comprenne que la vie quotidienne, l'aménagement du territoire, c'est pas juste construire, c'est le fonctionnement des territoires et son fonctionnement, c'est la mobilité. Donc la moitié des élus devraient s'occuper de mobilité. Merci. On va pouvoir prendre le temps d'échanger avec le public. Donc si vous avez des remarques, des questions. Donc il y a Tom, faire signe à Tom. On va en prendre 2 ou 3 ensemble. Oui, je voulais juste dire deux petites choses. Est-ce que vous pouvez vous présenter éventuellement, si vous Claude le souhaitez. Soulas. Bon, alors pour me présenter, j'avais fait, bon, je ne voulais pas le dire, mais j'ai fait un article au mois de septembre, je crois, sur le forum Bimobile, justement sur le marche à pied, vélo et transport collectif, quoi. Pour seulement la synergie entre ces 3 modes plutôt que les oppositions. Alors juste une petite question là j'en parlerai juste une petite question de détail. Quand on parle de la consommation d'espace, enfin, le problème de la consommation d'espace qui est énorme par la voiture, c'est beaucoup plus le stationnement que la circulation. Alors effectivement, le vélo, ça consomme peut-être comme 3 personnes dans une voiture en circulation, mais en consommation d'espace, le vélo consomme quand même moins de la voiture par le stationnement et les transports en commun encore beaucoup moins. Alors maintenant, effectivement, moi je pense que même s'il y a certaines places dans les agglomérations, on n'a qu'à voir ce qui se passe à Copenhague, où il y a beaucoup de vélos et de transports collectifs, je pense qu'effectivement, il y a un potentiel pour le vélo colossal. Moi-même, je faisais beaucoup de vélo quand j'étais jeune à la campagne, on se déplaçait tous en vélo. Il y a un potentiel colossal dans le périurbain et le rural en dehors des villes, mais il ne faudrait pas non plus, comme j'ai entendu, opposer TER et vélo. Quand on regarde ce qui se passe en Hollande, ce qui est phénoménal, c'est qu'il y a un usage très important du vélo en Hollande par rapport à la France, et il y a une complémentarité et une synergie entre le développement du TER et du vélo. Dans les TER en Hollande, il y a un usager des TER sur 2 qui prend le vélo à l'un de debout pour aller au TER. Et donc moi, je terminerai juste en disant que le problème du vélo, c'est de ne pas se focaliser sur le vélo, mais c'est que le problème, c'est qu'en matière de transition écologique, on se focalise sur l'amélioration supposée de la voiture avec la voiture électrique et le covoiturage. Bon, ça peut avoir un impact, mais je pense que l'alliance, ce serait plus dans les territoires, entre le vélo, les transports collectifs, le TER et d'autres, plutôt que de rêver que le covoiturage va avoir un impact très important. Parce que, comme on disait tout à l'heure, Olivier Rasmont, si pour développer le covoiturage, avoir un certain pourcentage, il faut dépenser beaucoup d'argent, des sites de station, des voies réservées et des parkings, c'est une impasse, c'est irréaliste. Donc vous plaidez pour l'intermodalité entre le train et le vélo, plutôt que le développement du covoiturage. On va donner la parole à d'autres personnes. Intermodalité et synergie, c'est 2 choses qui s'ajoutent. Ok, merci beaucoup. Oui, alors merci pour cette conférence tout d'abord. Et nous, on sort d'études de transport et mobilité. Et en fait, l'un des sujets de rabattement pour les gares TER, c'est en milieu rural, c'est aussi la question de la lumière, au-delà de la piste cyclable. Et on rentre aussi dans plusieurs
comment dire, d'autres forces qui s'opposent, c'est-à-dire que avoir de la lumière sur des pistes cyclables, en termes de biodiversité, c'est pas terrible. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut aussi réussir à concilier différentes choses, notamment à ce niveau-là. Merci. Merci. Guillaume, vous voulez répondre à cette question ? Je peux, d'autant que faut pas que je dise de bêtises, parce que dans l'équipe, on a des experts de la pollution lumineuse et de la biodiversité, et donc ils vont me taper dessus si je dis n'importe quoi. Je suis assez convaincu que ça sert à peu près à rien de mettre de l'éclairage public autour de pistes cyclables. En tout cas, ça peut être intéressant sur des zones où il y a des problématiques d'insécurité. Par contre, en milieu rural, sur des kilomètres au milieu de nulle part, je pense que c'est un investissement pour rien. Mon témoignage d'habitant de zone rurale qui fait 5 km entre la gare et chez lui, en pleine forêt, c'est qu'en fait, c'est une question d'équipement. Et qu'une fois qu'on est équipé d'une bonne lampe, soit sur le vélo, soit sur le casque, en fait, on s'en sort plutôt très bien. Mais que la plupart des gens ne savent pas quoi acheter et qu'ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. Et typiquement, une action qu'on essaie de pousser dans nos plans vélo locaux, c'est que les collectivités offrent, plutôt qu'un gilet jaune, un système d'éclairage. Alors ça coûte un petit peu plus cher, mais en termes d'euros investis, en fait, c'est rien du tout par rapport à une politique d'aménagement. Donc ça permet d'avoir une action un peu sur le sujet intelligente. Bonsoir. Donc, Caroline Martinez, chef de projet de l'ADMA. Donc, merci pour les petites notices. J'aimerais répondre à le vélo peut gagner les combats. Je pense oui, si on s'aime tous et si on trouve qu'il n'y a pas de concurrence, sinon de complémentarité. Parce que ADMA, c'est mobilité active, c'est marche et vélo. Mais on est complètement convaincu à l'ADMA qu'il faut faire la complémentarité avec les transports en commun. C'est important, mais aussi pour les personnes qui ont besoin de covoiturage, mais aussi pour les personnes qui ont besoin de se déplacer avec des besoins spécifiques, soit en voiture, soit avec des vélos spéciaux, que c'est quelque chose qui se développe davantage. Et du coup, pour moi, c'est si on se met tous à réfléchir pour que chacune trouve sa place, je pense que ce n'est pas un combat de vélo, c'est un combat de mobilité et qu'on s'aime, mais sauf que la France, il est très en retard. Et je pense que pour les nouveaux étudiants, je vous encourage à réfléchir un peu plus loin des frontières. Et voilà, ce n'est pas une question, c'est une proposition. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la question des vélos spéciaux aussi, peut-être du potentiel démultiplié, du VAE, du Speedelec. On sait que par exemple les scénarios du Shift Project, ils misent beaucoup sur ces véhicules qui ne sont pas forcément purement des vélos, mais des véhicules intermédiaires entre la voiture et le vélo. Oui, bonsoir, oui, Michel Calvino. Moi, je suis frappé de voir que dans les actions clés pour le développement du vélo, vous n'insistiez pas suffisamment sur la question du stationnement sécurisé. Alors certes, ça c'est une consommation d'espace dans des sites urbains, des espaces urbains privilégiés, quoi. Mais je pense que dans vos actions clés, ça faisait partie du développement du réseau. Mais je crois que l'obstacle, tel qu'on l'observe à l'heure actuelle, je veux dire, c'est vraiment le stationnement sécurisé. Les gens ne prennent pas leur vélo pour aller à la gare, pour aller à l'université, pour aller dans les centres commerciaux, parce qu'ils savent qu'ils ont peu de chances de retrouver leur vélo, je veux dire, après l'usage de cette fonction urbaine, qu'il s'agisse de la gare ou de centres commerciaux ou autres, quoi. Et je veux dire, ce qu'on observe à l'heure actuelle, je vais vous donner 2 exemples à l'heure actuelle. Le développement des coronapistes, dont on a parlé, très bien, mais je veux dire, pourquoi elles sont désertes dans beaucoup de villes, ces coronapistes, après je veux dire, dans la période actuelle post-corona, c'est parce que justement, je veux dire, il n'y a pas, je veux dire, de possibilité de stationnement et de stationnement sécurisé. Vous avez vous-même dénoncé effectivement l'inutilité des arceaux qu'on voit se développer, mais je veux dire, dans les villes du Nord, dans les villes en Allemagne, partout, je veux dire, ce qui a été développé, mais presque plus que les réseaux, c'est le stationnement sécurisé, je veux dire. Et autre exemple, je veux dire, le développement les transformations de gares urbaines. Il y a un certain nombre de réhabilitations en cours, de gares urbaines en région Île-de-France ou ailleurs, où les gares, je veux dire, du réseau du Grand Paris Express, je veux dire, laissent très peu de place au développement
même si les besoins actuels sont relativement limités, ce que je ne crois pas, moi je pense que, je veux dire, le stationnement va être un véritable levier, quoi. Je veux dire, dans la mesure où c'est un obstacle majeur à l'heure actuelle, quoi. Et les gares du Grand Paris laissent peu de place, que je vois, à l'heure actuelle, je veux dire, à possibilité d'abord à des premiers aménagements de stationnement sécurisés et aux possibilités de développement dans ces espaces urbains très contraints. Et on va s'apercevoir dans quelques années, si le vélo se développe, ce que je souhaite comme vous, je veux dire on ne pourra pas garer son vélo et que ça sera effectivement le frein majeur, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un veut commenter cette question des ratés du Grand Paris Express ? Je peux. En 5 minutes de prise de parole sur chaque séquence, on n'a pas pu parler de tous les sujets. Le stationnement, c'est évidemment une grosse problématique. On en parle dans l'étude. C'est le deuxième frein dans l'enquête FUB, juste après le manque de sécurité quand on se déplace, c'est le risque de vol de son vélo. Je peux vous donner 2 anecdotes. Une anecdote Paris-Ancel, c'est le fait qu'aujourd'hui, la mairie de Paris n'arrive pas à mettre suffisamment de stationnement cyclable, tout simplement parce que tout est en rupture de stock. Donc on reboucle sur la discussion sur l'industrie qui a du mal à suivre cette croissance-là. Et la deuxième anecdote, avec la casquette BL Evolution, c'est on va vers Châtellerault, où on a une problématique d'architectes bâtiments de France qui refusent l'intégration d'un parking sécurisé dans le centre-ville au prétexte qu'ils ne respectent pas les critères liés aux bâtiments de France. Et donc ça pose aussi une question de priorité, en fait, de la question de ces questions-là, de ces arbitrages. Et aujourd'hui, on voit qu'on a plus intérêt on souhaite plus défendre une certaine vision du patrimoine, parce que c'est pas le patrimoine, c'est une certaine vision du patrimoine, plutôt que de fournir un objet de déplacement à tout le monde avec tous les avantages dont on a parlé. Tout ça, en fait, en arrière de tout ça, il y a quand même le système routier qui est extrêmement performant. Aujourd'hui, quand on est en voiture, quand on loue une voiture, quand on achète une voiture, on peut aller pratiquement partout en voiture, du chemin vicinal à l'autoroute, sans presque jamais payer autre chose. Il y a quelques péages sur pas toutes les autoroutes, et on est totalement légitime. Et quand le prix de l'essence augmente, c'est une espèce de drame national, on considère qu'il faut rembourser une partie, etc. Il y a, comme ça, le réflexe automobile est massif. En fait, on est dans la société du tout-voiture. On continue à construire l'aménagement, à aménager les territoires en pensant d'abord à la voiture. On est quand même dans tout ça. Donc tout ça doit s'additionner. Et c'est pour ça que je dis que le vélo a besoin d'alliés. C'est un mouvement social puissant, utilisons-le. J'espère qu'au prochain congrès de la FUB, il y aura aussi des gens qui viendront nous parler d'autopartage, par exemple. En fait, l'autopartage, c'est simplement le fait de ne pas posséder de voiture, mais d'en louer une de temps en temps. Ou d'en posséder non pas 2, mais une seule, et donc d'en louer une de temps en temps. C'est un complément parfait, parce que ça veut dire simplement, la plupart des déplacements, je les fais en transport public, à pied, à vélo. Et puis, quand j'ai besoin, je loue une voiture, parce qu'une fois par semaine, je dois faire ça, une fois par mois, etc. Le covoiturage, on en a parlé. Évidemment, les transports publics. Peut-être pas... Il y a un peu de jalousie de la part des transporteurs publics. Moi, l'Union des transports publics, le syndicat de la profession, qui fait par ailleurs un boulot super, a sorti l'an dernier un opus en disant « les coronapistes prennent la place des bus ». Bon. Jamais ils avaient fait de communication avant pour expliquer ce qu'on voit dans toutes les villes, c'est-à-dire des voitures sur les voies de bus. Alors là, ça ne va pas leur poser de problème. Donc là, il y a un peu une sorte de « oh, là, ils vont nous piquer des clients, etc. » Donc, mais en revanche, alors, ils vont sans doute changer d'avis à un moment ou à un autre, ils vont comprendre ce qui est en train de se passer. Par contre, il y a toute une série d'acteurs des transports publics nouveaux, alors, dans différents types. Il y a les RER métropolitains, il y a les gens qui développent le train de nuit, il y a Railcoop, en Ile-de-France, il y a Plus de Trains, qui est une association d'usagers qui essaie d'améliorer, en fait, qui est même capable de donner des informations voyageurs meilleures que la SNCF et la RATP, et parce qu'ils connaissent très très bien les réseaux, et qui, eux, ont compris la complémentarité avec le vélo. Et là, je trouve ça très intéressant. Il y a des passerelles à faire en renversant un peu la table avec des autres acteurs. Et évidemment, le baromètre des villes marchables aussi, il y a un embryon, il y a un début de conscience piétonne qui est en train d'émerger. Tout ça va dans le même sens. Il faut simplement qu'on continue à se parler, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ?
Juste, excusez-moi, poursuivre sur ce que Claude Soulas disait. Effectivement, on peut se mettre en tout cas d'accord sur l'idée que si chacun suit sa promotion de son mode de transport, on n'arrivera pas à grand-chose. Et qu'en revanche, en particulier sur l'articulation transport collectif, deux roues, ou la non-articulation s'il y a concurrence sur le même territoire. Mais effectivement, typiquement, RER deux roues, c'est une évidence qui implique de se demander ce qu'on fait autour des gares, parce qu'on veut faire beaucoup de choses autour des gares. On veut aussi densifier pour... Donc il y a des vrais choix en fonction du lieu, du contexte, etc. Et puis revenir sur le cas d'Amsterdam pour insister lourdement malgré tout. Amsterdam, c'est intéressant. 20% de vélos, 20% de transport collectif, ce qui n'est pas beaucoup pour une très grande ville, 20% de marche, ce qui est très peu, et le reste, 40% de voitures. Donc il y a bien quand même là, en structure, sur les 800 000... C'est 47%. Ouais. Oui, non, mais oui, mais on s'en fiche de la ville, on s'en fiche. Mais si, c'est pas là qu'on change. On s'en fiche pas, et je vais dire pourquoi. Juste parce que si, mais c'est parce que justement, le vélo n'est pas qu'un mode de transport. C'est aussi un mode de plaisir. Et c'est parce que les gens commencent à en faire en ville qui continue et qui donne l'envie aux autres d'en faire. Ça marche pas juste en mathématiques comme ça, avec des CO2 qu'on additionne et qu'on soustrait. Ça marche aussi parce que c'est de la chimie tout ça, et qu'à un moment, bah oui, ça nous fait plaisir d'être à vélo, et c'est pour ça qu'on va convaincre les autres de le faire. On va faire du cyclotourisme, et c'est comme ça que c'est en train de se faire en ce moment en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque ? Bonsoir, Dimitri Réchauffe, je travaille justement à la RATP et j'essaye à mon niveau de faire les liens avec le système vélo et de voir comment on l'intègre. Et juste la parenthèse sur les coronapistes, je pense que ce qui explique sa position du UTP, parce qu'en fait, les professionnels de transport savent que à Paris, ça fait 40 ans que la vitesse commerciale du bus moyenne, c'est 10 km/h. Donc on sait que c'est les voitures et que c'est pas les vélos. Qu'est-ce que c'est la vitesse commerciale d'un bus ? C'est la vitesse moyenne d'un bus, c'est-à-dire on prend le point de départ, le point d'arrivée, on prend tous les arrêts, etc. Et donc la vitesse commerciale moyenne d'un bus à Paris, c'est 10 km/h, voire moins, depuis 40 ans. Donc c'est pas le vélo, effectivement, c'est pas Anne Hidalgo, c'est les voitures et autres. Mais je pense qu'il y a eu l'effet goutte d'eau en fait, et le fait que d'un coup, c'était très visible cette réaffectation de l'espace. Et du coup, c'est ce qui a pu provoquer cette position de l'UTP. C'est la fin de la parenthèse. Moi, les questions que je me pose sur justement la cannibalisation et la complémentarité entre le vélo et les transports publics, je pense qu'elle marche très bien effectivement pour ce qu'on appelle les transports en commun lourds. Donc, c'est le RER, c'est le métro, le tramway. Mais la vraie question, c'est par exemple pour tout ce qui est le bus, par exemple. On voit qu'on est sur les mêmes distances parcourues. Et la question que je me posais en lien avec ça, et en lien aussi avec le fait qu'en zone dense, il y a des arbitrages à faire, des arbitrages en termes d'espace, en termes financiers. C'est est-ce qu'on devrait essayer de développer à la fois le vélo et le transport en commun, on va dire, type bus, au risque d'avoir forcément une part de cannibalisation, une part d'argent un peu gâchée, parce qu'on ne peut pas avoir un développement maximaliste d'un des deux modes, ça sera forcément dépend de l'autre. Ou est-ce qu'il y a un moment où on choisit un des deux modes et on le développe à fond et du coup il y a un plus fort degré de contrainte sur les personnes. Donc voilà, est-ce que contrainte vs liberté de choisir son mode de transport, quels sont vos conseils ? Est-ce que Jean-Marc Hoffner voulait répondre là-dessus ? Parce qu'il me semble que c'est un lien quand même avec ce que vous développez aussi sur l'idée que les mobilités elles sont de plus en plus elles sont plurielles et que les individus n'ont pas un mode dominant et finalement ont aussi des pratiques qui changent au cours de leur vie, au cours de la semaine, etc. Est-ce que vous voulez faire écho à cette... Oui, j'ai un allié là quand même. Oui, mais donc justement Non, mais on est tous convaincus. Je pense qu'effectivement le rythme du domicile-travail où chacun prenait exactement le même mode de transport aux mêmes horaires, etc., reste structurant, en particulier pour les heures de pointe, ce qui n'est pas un sujet négligeable, mais qui a effectivement cette idée qu'on peut avoir une palette de moyens de transport. Ça, c'est du côté de la demande. Mais si on reste du côté de la demande, et évidemment, il faut la prendre en compte, mais on n'a pas de politique publique. On a des trottinettes qui sont une aberration écologique, économique et sociale, mais les gens sont contents, mais l'intérêt collectif ne s'y retrouve pas.
La régulation, c'est le sujet que tout le monde ignore, puisqu'on n'a pas voulu faire de péage urbain en France, et puisqu'on triche finalement en régulant d'une part par la congestion, ce qui est une régulation aveugle. On ne sait pas qui perd, qui gagne avec la congestion. C'est quand même un peu embêtant quand on est en démocratie. Et puis, on régule un peu plus explicitement par la réorganisation de la voirie, en réduisant ou en maximisant des surfaces. Mais là encore, on est sur de la circulation. Quand on s'occupe de ces surfaces, on ne sait pas trop ce qui se passe dessus. On ne sait pas si le vélo fait juste 1 km ou 10 km. Qu'il y ait plus ou moins de vélos ou de piétons sur le pont de Pierre à Bordeaux ne dit à peu près rien, là encore, sur l'évolution de l'économie générale du système de déplacement. Et donc, dans le meilleur des mondes, si ces questions de mobilité prennent du poids, y compris par rapport à la transition écologique, il faudra se poser des questions, de ne pas investir sur des systèmes qui se mettent en concurrence, et puis d'avoir ces idées de régulation, d'explicitation d'une régulation, donc d'explicitation de priorité de choix. Donc d'une régulation de la voiture. D'une régulation des vélos. Je continue mes provocations quand ils emmerdent trop les piétons. Mais la voiture, il y a 2 modèles dans la régulation. Le modèle américain, avec de l'argent, ça marche aussi. Vous êtes congestionné sur une route, sur une autoroute gratuite, et puis si vous êtes 3 dans la voiture, vous avez une file. Ça, c'est de la régulation. On n'est pas encore dans le péage urbain, mais on est dans la régulation collective qui accepte, qui prend le pari que la société accepte de se dire, oui, s'il y a 3 ou 4 personnes dans une voiture, c'est intéressant, et ça peut transformer le système automobile en un autre système de voitures qui deviennent publiques et partagées, et que ça sera quand même une bonne solution, parce que l'étalement urbain, mon cher Olivier, il ne va pas se résorber. On ne peut pas accepter l'idée que les étalés vont mourir, donc il faut s'occuper d'eux, et pour s'occuper d'eux, il faut aussi leur proposer des systèmes de déplacement. Personne ne veut... Moi, je ne dis pas qu'il faut détruire les zones commerciales qui existent, elles se détruisent d'ailleurs toutes seules parce qu'elles se concurrencent. Par contre, il faut arrêter d'en construire. C'est ça l'enjeu, c'est arrêter et qu'on continue à le faire. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Est-ce que, Tom, on a le temps pour une dernière question. Bonsoir, merci pour la conférence. Je suis étudiant à l'Université de Cergy en géographie des transports. Aussi, j'en profite pour dire qu'il y a très peu de formation, et donc en particulier le vélo peut évoquer plutôt les transports publics, etc. La question, c'était sur le lien entre la mobilité et l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Comment justement, juste avant, là, on en parlait, l'étalement urbain, est-ce que c'est les transports ou les politiques de mobilité, en tout cas, qui peuvent être un levier pour contrebalancer l'étalement urbain, entre autres? Ou sinon, est-ce que vous avez d'autres éléments de réflexion sur le lien entre ces 2 thématiques-là, au hasard libre? Oui, mais justement, l'Union des transports publics explique chaque année que les périmètres dans lesquels il y a une desserte par les transports augmentent. Et donc, en fait, on a je ne sais plus très bien si le nombre de gens transportés augmente un peu, mais par contre, le périmètre, la superficie, en fait, augmente énormément parce qu'il y a de plus en plus de communes dans les agglos, etc., et que chaque maire veut son bus qui passera une fois par jour. Bon. Et donc, on a un périmètre qui augmente, et donc ça coûte effectivement assez cher, et c'est une régulation a posteriori, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à étaler, on continue à accepter qu'on habite toujours plus loin et qu'on se déplace toujours plus, pour tout un tas de raisons, et donc il n'y a pas du tout de régulation de ça, et c'est seulement a posteriori qu'on dit on vous apporte des transports. Et il y a quelque chose qui devient inquiétant, parce qu'évidemment les transports, du coup il y a quoi, ils font quoi, 3-4% de part modale, le reste c'est la voiture essentiellement, et c'est assez dramatique, parce que précisément le message qui est apporté, c'est en gros continuons le tout voiture, faites comme vous voulez, ne régulons rien, etc.
Et de toute façon, l'État ou les collectivités publiques interviendront un jour ou l'autre pour compenser tout ça d'une manière ou d'une autre, en vous offrant des bons d'essence ou en vous mettant des transports qui vous... voilà, on dira qu'on vous a mis des transports, etc. Donc non, il n'y a pas du tout de prise en compte de ces enjeux. En tout cas, au départ, c'est très peu pris en compte. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, on aura beau faire tout ce qu'on veut pour le vélo dans les villes et ailleurs, et pour la marche, un des enjeux majeurs, c'est arrêter la machine, c'est arrêter l'hyperconsommation, en fait. Ça revient à ça aussi. C'est se poser la question de ce qui est... de quel type de société, de quel type de territoire on veut. Et je pense qu'on est encore loin de se poser la question. Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence. On vous invite à rester pour bénéficier pour voir la performance d'une artiste résidente à la Cité internationale des arts que va vous présenter Tom. On remercie encore une fois Guillaume Martin, Jean-Marc Hoffner et Olivier Rasmond d'avoir accepté de venir échanger. L'exposition dure jusqu'au 19 mai. Donc n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous et vous pouvez nous retrouver à l'issue de la performance dans l'exposition pour une visite guidée pour ceux qui le souhaitent. Merci.